Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ici pour la visioconférence Euroguidance qui porte sur la mobilité internationale, le handicap et les problèmes de santé. Alors, pour information, rapidement, le réseau Euroguidance est un réseau européen qui est soutenu par chaque État qui y participe et par des fonds Erasmus+, donc des fonds européens. En France, il est piloté par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il est coordonné par l'agence Erasmus Éducation-Formation à Bordeaux. La mission d'Euroguidance est de développer la dimension internationale dans les activités d'orientation par des informations, des conseils, des ressources documentaires, des modules de formation professionnelle, la participation à des salons, des forums et des offres de services au bénéfice des jeunes, des étudiants, des apprentis, des familles, des adultes. Voilà, donc nous avons un site euroguidance-france.org pour donner de l'information. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir plusieurs intervenants donc, que je vais vous présenter. Donc Madame Marie-Pierre Touban, qui est coordonnatrice générale de l'association Droit au Savoir et maître de conférences associée en insertion professionnelle à l'INSHER. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et toutes. J'ai le plaisir d'accueillir également pour représenter l'Université de Lorraine Nathalie Fick, qui est responsable du service Relations internationales, et son adjointe Céline Courdier, plus précisément chargée du programme Erasmus. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour, bonjour. Nous attendons également Xavier Kernin, qui est chargé de mission handicap à l'école d'ingénieurs Unilassal et co-animateur du groupe handicap à la conférence des grandes écoles et qui, je pense, devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Nous aurons également le plaisir d'avoir des étudiants, enfin d'anciens étudiants, puisqu'ils sont sur la fin de leurs études, qui vont pouvoir témoigner de leur expérience de mobilité, expérience riche, comme vous le constaterez. Donc Maxime Vallée. Bonsoir à tous et à toutes. Et Christopher Gellon. Oui, bonjour. Okay. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, pour commencer, je vais proposer à Madame Touban de nous parler un petit peu de ce qu'elle constate, puisque l'association Droit au Savoir est associée à de multiples 35 associations, il me semble. Donc, c'est très riche. 32 organisations, pour être précise. D'accord. Donc, je vais vous demander de nous présenter un petit peu les constats que vous faites pour les jeunes en situation de handicap et qui ont des projets de mobilité ou qui les mettent à disposition. Comment ça se passe? Quels constats? Quels freins? Dans quelle mesure ça se passe bien? Quels sont les facteurs qui font que ça se passe bien? Déjà, je commence par vous remercier de l'organisation de cette initiative parce que je pense que c'est aussi avec des moments comme celui-ci qu'on permet de croiser les regards de nos expériences respectives et puis qu'on peut du coup créer du commun qui permet à tout le monde de progresser dans nos représentations, mais aussi dans les initiatives qu'on peut être amené à apporter. Peut-être vous indiquer, donc effectivement, Droit au Savoir, c'est un collectif de 32 organisations qui réfléchit, intervient, agit sur les jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans. Nous avons organisé il y a quelques années, en partenariat notamment avec l'agence, une journée d'études consacrée aux jeunes en situation de handicap et à leur mobilité, en introduisant d'autres problématiques, l'accès à l'anglais pour les 10, par exemple, qui est un sujet particulièrement prégnant et important. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi d'animer les rencontres professionnelles de l'orientation, qui est une initiative organisée en partenariat notamment par le CIDJ et l'ONICEP, justement aussi sur cette question de la mobilité, où un certain nombre d'initiatives, de dispositifs Euroguidance également étaient présentes pour montrer. Donc, c'est aussi par rapport à tous ces apports, en plus des apports que nous avons au travers des expériences associatives qui nous remontent, qu'on a pu dresser des éléments d'état des lieux, sachant qu'ils vont évidemment recroiser les problématiques que rencontrent tous les jeunes dans leur mobilité. Je crois que le point de départ, et c'est vraiment le plus important peut-être, c'est de dire que les jeunes en situation de handicap sont avant tout des jeunes. Et donc, ils vont rencontrer les difficultés que tous les jeunes rencontrent. Mais en plus de ces difficultés, ils vont avoir
des problématiques particulières liées à leur situation singulière. Ma collègue qui travaille beaucoup sur des projets Erasmus dit souvent qu'il y a autant de mobilité que de jeunes en situation de handicap et que c'est difficile de pouvoir recatégoriser, sous-catégoriser, etc. Et je trouve que c'est effectivement quelque chose qui est important. Sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, il y a tout ce qui va pardon, relever des coûts, des transports, du logement, des problématiques financières, de la question de la maîtrise de la langue étrangère, mais aussi la lourdeur administrative liée au handicap en lui-même, en plus déjà des démarches à effectuer sur la mobilité, des problématiques aussi autour de l'autocensure, de l'influence, de l'entourage aussi. Laisser partir un jeune, c'est déjà pas, des fois pas facile. Un jeune en situation de handicap, il peut y avoir aussi plus de prévention, d'interrogation, d'inquiétude de la part des familles. Et puis, il va y avoir vraiment ce qui relève des modalités d'accompagnement pédagogique sur place, de la définition du handicap tel que le pays l'aperçoit, parce que même s'il y a une définition internationale commune, dans les mises en œuvre, on voit bien qu'il y a des différences dans l'accès aux droits, dans le périmètre aussi des élèves considérés en situation de handicap par les universités, par exemple. Et puis, il n'y a pas d'harmonisation des plans tels qu'ils peuvent exister d'un pays à un autre. Donc, c'est aussi des éléments particulièrement prégnants. Après, il y a aussi des enjeux, et c'est plutôt ça que j'ai envie de souligner. Il y a évidemment des enjeux académiques et curriculaires. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi une des premières entrées pour les jeunes. Et là-dessus, il y a quelque chose à souligner. Il y a évidemment des enjeux en termes de vécu personnel et puis d'atouts dans les parcours, qu'on soit en mobilité collective ou individuelle d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dessus. Et puis qui est vécu par les jeunes et qui est traduit aussi par les acteurs éducatifs, enseignants, par les employeurs aussi, sur le fait qu'une mobilité, c'est aussi une ouverture culturelle. Ça dénote des capacités d'adaptation à un milieu qu'on ne connaît pas, une possibilité d'autonomie. Parfois, on s'en croyait soi-même pas capable, donc il y a cette dimension-là aussi qui est importante. Et puis, je crois que, bon, il y a des points d'appui aussi à souligner. Deux éléments me font insister sur ces points d'appui. Le premier, c'est l'anticipation. On a beaucoup de retours, et y compris les mobilités qui se sont bien passées, c'est parce qu'elles ont été énormément anticipées. Parfois 1 an avant, parce qu'il faut faire des devis, parce qu'il faut vérifier que. Parfois, on fait un voyage avant pour se rendre compte un peu de comment fonctionne le pays, pour envisager une mobilité plus longue ensuite, parce qu'on ne sait pas forcément quels vont être ses besoins une fois qu'on sera sur place. On imagine, mais entre imaginer et le vivre, il y a toujours un écart. Et puis un enjeu de coordination. Je crois que ça, c'est important. Le projet, c'est évidemment le projet de ce jeune à un moment donné, ou de ce groupe de jeunes à un moment donné, mais c'est aussi l'intervention de celles et ceux qui le connaissent et qui l'accompagnent, la mission handicap de l'université, le service des relations internationales, c'est une évidence, et puis aussi les acteurs sociaux, médico-sociaux qui le connaissent et qui peuvent être amenés à avoir un regard aussi particulier pour faciliter cette mobilité. Voilà un peu pour démarrer les différents éléments que je voulais souligner, peut-être avec un exemple d'un jeune qui hésitait entre deux facs, enfin deux universités en Espagne. Et puis son choix s'est porté sur l'une parce qu'il se trouve que à côté de cette université-là, il y avait un magasin qui lui permettait d'avoir accès à des pièces détachées pour son fauteuil roulant électrique. Et il hésitait et le choix s'est porté là-dessus parce qu'il s'est dit: «Si à un moment donné je suis en difficulté, je sais que j'aurai une réponse sur place», et cet exemple-là, je trouve qu'il est parlant parce qu'il montre le détail d'où il faut aller pour s'assurer que tout se passe bien ensuite. Alors peut-être une petite question. Dans le projet européen EPFIME, qui comporte un rapport de recherche, on note qu'il existe assez peu d'étudiants qui font une visite préparatoire. Seulement 13% de ceux qui partent font cette visite exploratoire, mais quand elle est faite, elle semble extrêmement aidante. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses? Oui, c'est quelque chose qu'on a pu regarder. Moi, je sais que notamment certains des jeunes accompagnés par un établissement auquel je pense, il y a toujours eu une visite avec la famille avant, notamment voilà, pour pouvoir voir comment ça se passait, y compris pour que la famille soit rassurée et savoir comment on va à cet endroit si jamais il y a besoin d'intervenir et de venir. Je crois que c'était
aussi une réassurance quelque part de part et d'autre. Voilà, de savoir que, s'il y avait un problème, on pouvait aussi, prendre l'avion, la voiture et cetera. Bon, c'était dans un autre contexte et j'ai vu qu'une personne rappelait le contexte particulier. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Actuellement, ce qui est possible, c'est ce qu'on appelle la mobilité virtuelle. Euh, Et ça peut être de suivre, soit de suivre les cours directement dans une autre université partenaire, ou alors ça peut être aussi tout un programme qui est envisagé pour justement faciliter l'inclusion des personnes, des étudiants qui ne peuvent pas partir, pas forcément parce qu'ils sont en situation de handicap, mais pour des raisons familiales, parce qu'ils sont en soutien familial par exemple, ou pour un tas d'autres raisons, puisque en fait la mobilité touche finalement un pourcentage très infime d'étudiants, hein, c'est de l'ordre de 3%. Donc il faut vraiment envisager tous les bienfaits de la mobilité sans forcément bouger. Et à l'université Lorraine, ce qu'on propose, c'est dans le cadre de notre internationalisation, c'est notamment profiter de la présence d'étudiants internationaux pour proposer ce qu'on appelle le buddy system qu'on fait en partenariat avec Erasmus Student Network, et profiter aussi de la présence d'enseignants internationaux qui sont là sur place. Donc il y a différentes manières d'internationaliser en fait un contexte pour un étudiant, et je dirais que la mobilité physique est une partie de cette internationalisation, mais voilà, il existe d'autres moyens. Ok, Madame Fick, vous expliquiez par rapport à la question qui était posée dans le chat, le caractère un peu incongru, on va dire, de parler de mobilité dans la situation actuelle, mais vous l'expliquez en complétant par la possibilité d'une mobilité à distance. C'est vrai que nous, Réseau Euroguidance, qui répondons à des questions très régulièrement sur la mobilité, on ne voit pas diminuer le nombre de questions, en fait, bizarrement. L'intérêt est toujours là, même si la forme est différente. Voilà. Le retour sur investissement, je dirais, il est tellement important. Voilà, les étudiants changent de vie, ils reviennent, ils sont plus les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un changement de paradigme. Et ils sont quand nous on accueille les étudiants internationaux qui viennent à l'université de Lorraine, je leur souhaite la bienvenue et je leur dis bienvenue dans votre nouvelle vie. Parce que voilà, ils écrivent un nouveau chapitre de leur vie, et voilà, et donc la mobilité y contribue largement, et donc c'est pour ça qu'elle reste toujours attractive. Et voilà, heureusement qu'il y a des nouveaux programmes, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui permettent aussi de donner ce goût de la mobilité dans des mesures différentes, sur des durées différentes que ce qui est habituellement escompté sur des mobilités longues d'un semestre. Voilà, donc j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Sinon, j'aurais plus rien à dire après. Ok. Bah, écoutez, non, on va enchaîner sur l'université de Lorraine puisque vous avez commencé. Hein, c'est pas grave. Je proposerai à Monsieur Carmin son intervention après. Justement, par rapport à l'université de Lorraine, lorsque nous avions discuté toutes les trois, j'avais trouvé que vous aviez une façon très particulière de considérer en fait l'accueil et la personne avec des troubles de santé ou bien un handicap. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet état d'esprit, on va dire? Oui, alors juste pour situer un petit peu l'université de Lorraine, on est ce qu'on appelle entre guillemets une grosse université, puisqu'on est 60 000 étudiants. Il y a 7 000 personnels, donc enseignants-chercheurs et personnel administratif et technique et de bibliothèque. Et on a recensé par rapport aux étudiants identifiés comme étant en situation de handicap, on a un recensement de 1400 étudiants. Donc on voit qu'il y a une marge, parce que évidemment ça ne reflète évidemment pas la réalité. Et sur ces 1400 étudiants identifiés, il y en a 880 qui sont accompagnés. Donc on a des emplois, des jobs étudiants pour accompagner justement les étudiants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et au niveau des personnels, on a un petit peu moins de 200 agents qui seront censés, et je suis certaine que ce chiffre va augmenter, puisque aujourd'hui on a
a reçu une enquête par notre direction des relations humaines et la mission handicap, donc pour faire un recensement, et donc je suis certaine que ce chiffre va augmenter. Donc effectivement, on a un état d'esprit, je dirais, qui est très tourné sur l'inclusion. Nous avons un vice-président en charge de la mission égalité, diversité, inclusion. Nous avons aussi une mission handicap qui est très active au sein de l'université, et le constat a été fait que l'évolution de la population en situation de handicap augmente. On a une hausse des signalements. Mais il reste beaucoup à faire, et notamment pour tout ce qui est de l'accompagnement de ce qu'on appelle les troubles invisibles, donc les troubles 10, les troubles psy, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais qu'on est à un moment charnière où on sait qu'on a encore beaucoup à faire, même si je dirais qu'on a un état d'esprit, on a une ouverture d'esprit qui est déjà présente et depuis bien longtemps. Au sein de la direction des relations internationales, c'est vraiment un état d'esprit, je dirais, quotidien, mais qui est lié à notre métier, puisque forcément, on est tout le temps dans l'interculturel, donc on est naturellement ouvert aux autres. Et par exemple, chaque année, on a des étudiants, on accueille des étudiants en stage, et chaque année, il y a toujours des étudiants en situation de handicap qui viennent en stage à l'ADRI, donc dans notre direction, et ils nous apportent toujours beaucoup plus que simplement leurs compétences professionnelles, je dirais. Et puis aussi, on accueille au sein des personnels de la direction des relations internationales de personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit, je dirais, qui est naturel chez nous. Voilà, on ne se pose pas vraiment de questions ni de préjugés, ni de jugements, rien du tout. Voilà, pour nous, c'est normal. Et donc, favoriser la mobilité pour les étudiants en situation de handicap, c'est vraiment une priorité chez nous. D'ailleurs, ce qui nous a fait remarquer, donc dans le guide qui a été mis en place par le Support Center for Inclusive Higher Education, le CHO, qui est donc l'investigateur du programme Erasmus EPI FME, c'est nos bonnes pratiques. En fait, nous, c'est quelque chose qui nous paraissait tout à fait naturel de signifier dans nos accords interinstitutionnels Erasmus toutes les modalités pour les étudiants en situation de handicap. Et visiblement, c'était une pratique qui est pas si courante que ça. Alors que pour nous, voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ce procédé a été vraiment mis en avant avec le nouveau programme Erasmus, qui rappelle ces modalités, mais qui existaient vraiment déjà. Et donc nous, c'est quelque chose de naturel. Et voilà, Madame Touban tout à l'heure parlait des mobilités avant la mobilité, juste pour voir comment ça se passe. Voilà, nous on explique tout ça, et on travaille en lien avec la mission handicap, on a l'avantage d'être dans le même couloir. Donc on se voit très régulièrement, et ça peut-être ça contribue à aider beaucoup, bien que là maintenant on travaille tous à distance et on continue de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que le pli est déjà pris depuis très longtemps, mais voilà, ce sont effectivement des pratiques que l'on fait très régulièrement. Ok. Madame Cordier, je m'adresse à vous maintenant. Lorsqu'on avait discuté pour préparer la visioconférence, on avait évoqué le fait que pratiquement 30% des étudiants en situation de handicap ne déclaraient pas leur déficit lorsqu'ils partaient en mobilité. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que finalement il vaut mieux jouer la carte de la discrétion? Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, merci. Merci pour cette question, qui va aussi me donner l'occasion de vous expliquer un peu, nous, le travail qu'on fait en amont, surtout au niveau de la sensibilisation et de l'information sur les possibilités d'accompagnement. Évidemment, nous, de notre point de vue, il n'est jamais bon de cacher son handicap, et on essaye justement d'expliquer aux étudiants tous les avantages qui découlent du fait de le signaler. Et je rejoins notamment tout à fait ce que disait Madame Touban, que pour nous, la réussite d'une mobilité, ça se fait aussi dans l'anticipation de la situation et dans la coordination. C'est vrai que c'est deux mots-clés qui résument bien la situation.
Et c'est la raison pour laquelle nous, en fait, au niveau de la sous-direction de la mobilité, on participe à des forums internationaux ou à des journées d'information en direction des étudiants, de tous les étudiants évidemment, pas du tout axés sur le handicap, pour leur expliquer déjà toutes les possibilités de mobilité, les destinations, comment bien anticiper son départ et toutes les formalités qui leur seront demandées pour justement qu'ils puissent au mieux se préparer à tout ça et commencer aussi à se renseigner sur la destination choisie, les conditions de vie et d'études dans le pays d'accueil. Et c'est là où on rejoint aussi l'idée d'anticipation, parce que ces réunions sont faites beaucoup en amont des mobilités. Notamment, on fait beaucoup de sensibilisation dès la première année, alors que les mobilités ne sont possibles qu'à partir de la L2. C'est-à-dire que la plupart des étudiants ont déjà entendu parler des possibilités de mobilité, et notamment du programme Erasmus, dès leur première année d'études. Ce qui fait qu'ils sont sensibilisés après pour partir en L3, en M1 ou en M2, voire déjà dès le stage de L2, s'ils le souhaitent. Et lors de ces réunions de présentation, on met quand même un accent particulier sur les étudiants en situation de handicap, en leur expliquant justement que c'est tout dans leur intérêt de se signaler auprès de nous et de nous faire remonter justement aussi évidemment, tout comme Madame Touban, on a pu lister un peu les freins qui pouvaient être justement pour ces étudiants en mobilité, que ce soit le frein financier, la lourdeur administrative, effectivement la maîtrise de la langue, bon ça après ça se retrouve pour la majorité des étudiants, mais l'accompagnement peut-être pour des étudiants qui ont besoin d'un accompagnement plus individualisé. Donc par rapport à ça, on leur explique un peu toute la démarche et notre politique d'accompagnement, en leur expliquant que nous, comme vous expliquez Nathalie, on est en lien très étroit avec notre service handicap à l'université. Donc dès lors qu'on est informé d'un étudiant en situation de handicap, sachant qu'on le sait dès la sélection des étudiants, c'est-à-dire on en est informé dès le mois de mars pour des départs au premier semestre en septembre, et dès le mois de septembre pour des départs au deuxième semestre en janvier-février. C'est-à-dire qu'on a à peu près 6 mois pour préparer la mobilité, et 6 mois durant lesquels on est informé de cette situation de handicap et on peut l'anticiper. Et donc on fait le point avec notre service handicap, on contacte bien évidemment le partenaire de l'établissement d'accueil pour voir s'ils ont le même type de service handicap que nous, et dans ce cas c'est les deux services handicap qui se mettent en relation avec leurs homologues, ou alors sinon on contacte directement le coordinateur de l'accord Erasmus qui lui après sait faire le lien avec les personnels qui sont en charge de cette problématique sur place. Et évidemment, on leur expose aussi tout ce qui concerne l'aide financière spécifique pour les besoins particuliers liés au handicap, qui peuvent recouper tout un tas de problématiques. Ça peut être des frais de voyage. On a eu notamment le cas, par exemple, si je dois rentrer un peu dans des exemples concrets, si on prend un peu les derniers exemples qu'on a eu au niveau de la mobilité d'un étudiant en situation de handicap, on a eu par exemple un étudiant qui était en longue maladie, c'est-à-dire en rémission d'une maladie type cancer, qui avait donc des voyages, enfin qui avait un retour en France à prévoir tous les 3 mois pour pouvoir refaire des tests, des bilans médicaux et continuer à avoir son suivi. Donc là, on pouvait prendre en charge les allers-retours en avion, par exemple, les frais de transport. Sinon, ça peut être aussi du matériel. On a eu par exemple une étudiante qui était plutôt sur un handicap moteur, qui a pu bénéficier justement de matériel sur place. Pareil, c'est remboursé sur devis. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire évidemment en anticiper, pour pouvoir déjà avancer les frais à l'étudiant et que ce ne soit pas l'étudiant qui doive lui-même avancer cet argent. Et ça peut être aussi lié à tout ce qui est accompagnant, c'est-à-dire si la personne a besoin vraiment d'un accompagnant sur place, ou de quelqu'un sur place pour l'aider. Voilà, ça peut être pris en charge, pareil, sur devis, de manière relativement anticipée. D'accord. Donc c'est vraiment une adaptation individuelle aux besoins spécifiques des étudiants qui sont en situation de handicap ou qui ont un problème de santé. Exactement. Et qui permet justement d'avoir cette aide complémentaire financière pour financer ces besoins spécifiques. Exactement, c'est vraiment un traitement au cas par cas. On a eu aussi l'exemple, par exemple, d'un étudiant qui souffrait de troubles autistiques, et où on a pu prévenir justement le partenaire aussi pour là c'est plus autour de l'accompagnement pédagogique quand ça peut être pris en charge. Et pour donner un peu un exemple en miroir, on a déjà eu le cas notamment de l'année dernière avec une mobilité entrante. C'est-à-dire une étudiante qui venait de Roumanie, qui avait besoin d'un accompagnant. Donc là, on a fait le lien plutôt avec les résidences universitaires pour voir comment c'était possible avec le logement en lien avec un accompagnant. Et bien sûr, par contre, aussi au niveau de la sensibilisation des étudiants antérieurs au départ, antérieurs même au projet de mobilité, on leur explique bien que le fait d'être en situation de handicap ne les bloque sur aucune destination. C'est-à-dire que toutes les destinations leur sont ouvertes au même titre que n'importe quel étudiant. Et je pense que c'est important de le rappeler, comme ça a pu être dit tout à l'heure, un jeune en situation de handicap, ça reste avant tout un jeune, et un jeune en mobilité. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Ça va me permettre de faire le lien justement avec Monsieur Kernin. J'aimerais vous entendre encore plus longtemps, hein. Ça c'est clair que je trouve que on sent qu'il y a encore tellement de choses à dire, mais bon, je suis obligée quand même de faire avancer l'intervention.
Monsieur Kernin, je voudrais vous laisser la parole. Vous aviez également signalé cette importance à ne pas bloquer les étudiants en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques à certaines universités ou à certains pays. Mais si je vous ai fait intervenir ce soir, c'est parce que vous militez depuis longtemps déjà pour faire reconnaître un statut international à l'étudiant en situation de handicap. Donc j'aimerais que vous nous en parliez. Et je sais que vous êtes également missionné actuellement par le ministère pour une enquête à large échelle. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces deux problématiques. Merci à vous pour votre invitation, puis merci pour ces premiers témoignages, partages, parce que justement, ils sont très inspirants pour ce rapport. Alors oui, déjà, je voudrais rebondir sur un élément. C'est vrai que si jamais les grandes écoles se sont lancées sur ce sujet en particulier, c'est que dans le cadre des cursus des grandes écoles, il y a une obligation de mobilité internationale. Donc c'est vrai que nous, ça présente vraiment l'ensemble des étudiants. Alors, en cette période Covid, etc., bien sûr, il y a des aménagements, il y a beaucoup d'étudiants on va dire qu'il y a une année qui n'aura pas pu faire cette mobilité, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est obligatoire pour valider le cursus, et en particulier, là, je regarde dans les écoles d'ingénieurs. Moi, je suis chargé de mission handicap dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Unilassal, qui est sur Beauvais, Rennes, Rouen et Amiens, et parmi les 3800 étudiants, il y a 190 étudiants en situation de handicap accompagnés. Et c'est vrai que donc, ça veut dire que chaque année, il y a une quarantaine, de départ à prévoir, donc que ce soit pour des stages ou pour des semestres académiques. Et c'est vrai qu'on a la particularité, alors je donne juste cet exemple, on a la particularité de travailler avec le réseau de la salle, qui est notre réseau, et qui est international, c'est 72 universités à travers le monde, mais qui sont vraiment implantées surtout en Amérique latine, Amérique du Nord et aux Philippines. Donc ça veut dire qu'on quitte l'Europe, et on voit bien la différence aussi des problématiques entre des mobilités internes à l'Europe et d'autres externes à l'Europe. C'est-à-dire que c'est surtout autour des matières des droits, la prise en charge au niveau de la santé, etc. Donc là, il va y avoir vraiment des grandes variations. Alors, pour la jeunesse, vous avez parlé du statut international d'étudiant en situation de handicap. Alors ça, c'était notre fer de lance, on va dire, depuis 3 ans, bientôt 4, oui. C'est un plaidoyer qu'on a lancé suite justement à des retours d'étudiants en situation de handicap qui nous parlaient vraiment des situations complexes qu'ils avaient pu vivre, ou que même nous, au référent handicap, nous pouvions évaluer comme vraiment difficiles, etc. On en avait parlé dès le départ aussi avec Marie-Pierre, bien sûr. C'est un sujet, ça fait plusieurs années qu'on travaille, qu'on en discute. Et donc, c'est vrai que ce qu'on voyait, d'après les retours des étudiants, c'est qu'autant dans le cadre académique, les aménagements sont pour la plupart du temps mis en place, en lien entre les missions handicap de l'université d'accueil et de l'université d'origine. Là où ça va pêcher, c'est vraiment tout ce qui va être l'environnement de ce stage ou de la mobilité internationale, du cursus académique. Donc ça va être l'accès au transport, que ce soit déjà les transports internationaux, les transports locaux, ça va être le suivi des soins sur place, le remboursement des soins, sachant que lorsque vous partez en mobilité, si vous prenez une assurance privée, celle-ci ne va pas couvrir les soins des maladies déjà connues en fait. Donc tous ceux qui ont des situations comme du diabète, etc., ou d'autres maladies qui ont besoin de soins réguliers, comment dire, de soins réguliers ou même de soins infirmiers réguliers, tous ces soins, aucun de ces soins ne seront pas en charge par l'assurance privée. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Pardon. Donc, on a ce constat par rapport aux soins, on a ce constat par rapport au transport, on a ce constat par rapport au maintien des droits administratifs aussi. Je prends l'exemple des cartes internationales, des cartes de mobilité, maintenant c'est la carte de mobilité universelle, mais les cartes on va dire, anciennement, les cartes prioritaires, etc., sont plutôt référencées par rapport à un pays, non pas forcément non pas à un niveau international. Les animaux d'assistance ou d'aide de support, d'assistance ou de support émotionnel, comme aux États-Unis souvent, sont pas forcément reconnus dans tous les pays. Il y a beaucoup de choses qui relèvent aussi de l'ordre administratif, qui ne sont pas, pour lesquelles il n'y a pas une dénomination internationale ou un statut international justement. Et
Et puis, ce que l'on voyait aussi, c'est qu'il y avait, et il y a toujours, pardon, un grand manque de renseignements. C'est-à-dire, quand on doit préparer un départ, même en Europe avec Erasmus, alors Erasmus va proposer vraiment des aides financières vraiment importantes, mais le problème, c'est qu'il va falloir demander des devis dans le pays d'accueil, des devis d'aide à domicile, par exemple, de soins infirmiers, etc. Mais il faut savoir vers qui se tourner sur place. Et il y a ce manque de références, ce manque d'informations. Et voilà, donc ça, c'est des éléments qui nous sont remontés. Et alors, bon, là, je dépeins le tableau, mais donc le but de ce rapport qui nous a été demandé par à la fois le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre des Outre-mer, alors là, bon, je vous dirai pourquoi, parce que c'est particulier en REF, mais c'est reste en France, et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, c'est un rapport non pas sur ce statut, mais c'est un rapport qui portera sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap français vers l'étranger, Europe et hors Europe, et l'accueil d'étudiants internationaux européens ou hors Europe vers la France. Et donc voilà, c'est déjà par rapport à la France et avec aussi cette ouverture internationale. Voilà, on sait qu'il y a d'autres pays qui se penchent sur le sujet actuellement, comme le Mexique. Et voilà, on a déjà eu des bons échanges avec eux. Et donc c'est un sujet qui intéresse au-delà de la France. On avait le plaidoyer, ce plaidoyer à l'époque a été porté quand même aussi au niveau de l'ONU. Que ce soit auprès de la rapporteure spéciale pour le droit des personnes handicapées, auprès du Conseil international pour le droit, le Comité international pour le droit des personnes handicapées, le responsable de handicap au niveau de l'OIT. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être une application, si on regarde l'élément du statut, le statut est proposé comme une application concrète des droits mentionnés dans la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de... on n'est pas sur la création de nouveaux droits, on est vraiment sur une application concrète par des outils spécifiques pour les étudiants. Alors on a déjà des retours en nous disant mais ça serait intéressant que vous ne travailliez pas que pour les étudiants, etc. Sauf que nous, voilà, notre casquette est pour les étudiants. Après, si ça fait faire de lance pour d'autres situations et pour toutes les personnes en situation de handicap, tant mieux. Mais on va travailler déjà sur cette mobilité internationale pour les étudiants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a commencé ce travail, là, ça fait, alors, l'émission est arrivée fin novembre, mais bon, on nous avait demandé de commencer à travailler sur le sujet dès février dernier, malgré, voilà, c'est qu'on est en plein début Covid. Mais c'est vrai que derrière toutes les réunions qu'on a pu avoir avec les différents experts nous ont montré que nous ont déjà apporté des premières solutions. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas sues. Entre autres par rapport à la Caisse des Français de l'étranger, etc. Clairement, on nous a dit oui, qu'ils ne faisaient pas cette communication à destination des étudiants, alors que c'est quelque chose qui peut être vraiment une solution pour les étudiants, même si ça ne couvre pas l'ensemble, l'intégralité des frais des soins quand ils partent à l'étranger, surtout quand ils partent dans des pays où les frais de santé sont beaucoup plus chers. Bon, mais il y a des choses qu'on découvre. La même chose, on avait eu une réunion avec la Direction générale de l'aviation civile qui nous expliquait un peu le fonctionnement de l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre des vols, c'est-à-dire voilà, que c'est selon les droits du pays dans lequel est situé l'aéroport de départ. Donc c'est-à-dire que l'aéroport a un accompagnement spécifique pour les personnes handicapées. Et le même type d'accompagnement doit être maintenu dans le vol, mais à l'arrivée, c'est le droit local qui prend la suite. Donc quand vous quittez l'Union européenne, il va y avoir une rupture de droits d'accompagnement au moment d'arrivée. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont anticipées. Alors vous avez parlé d'anticipation et bien sûr ça c'est un peu le maître mot, mais je pense qu'il y a vraiment des choses possibles et jouables aujourd'hui, non seulement parce que je pense que ce rapport va déjà apporter des pistes concrètes, ne serait-ce qu'au niveau des renseignements. Un des points qu'on a depuis le départ, c'est la création d'un référent handicap dans chaque ambassade qui puisse renseigner tout étudiant en situation de handicap ou même tout ressortissant en situation de handicap sur les structures d'accompagnement dans le pays d'accueil, etc. C'est simple, ça ne demande pas des moyens considérables, il y a déjà des référents sport de haut niveau, des référents genre, etc. Donc pourquoi pas aussi un référent handicap dans l'ambassade, et même on voudrait qu'il soit en binôme avec, par exemple, un parent d'élève d'un lycée français de l'étranger qui accepterait, qui sera encore plus dans le concret, dans le local, qui puisse apporter ses conseils à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une des pistes, mais bien sûr il y en a d'autres sur, par exemple, le maintien des droits, le maintien de la PCH à l'international, hors Europe en particulier. C'est vrai qu'on va avoir une distinction entre une mobilité en Europe et hors Europe. Ça c'est vraiment flagrant. Hein. C'est ne serait-ce que là, comme vous disiez, pour les soins, etc., le maintien des soins. Je me souviens qu'un des premiers sujets sur lesquels nous avions échangé, Marie-Pierre, c'était la question de l'accompagnateur, l'accompagnant qui, une fois dans le pays d'arrivée,
n'a ni un statut d'étudiant, ni un statut, quoi, il n'est pas salarié d'une entreprise dans le pays d'accueil, donc il n'a aucun statut juridique. Donc voilà, pourquoi pas créer un visa international d'aidant ou d'accompagnant le temps de la période. Donc voilà, il y a plein de petites choses, plein de choses. Alors, ça peut être parfois, ça peut paraître un peu utopique, mais on se dit qu'aujourd'hui, il y a, vu les attentes de la part du gouvernement, mais aussi au niveau de l'ONU, finalement, ces aspects utopiques pourraient bien basculer dans quelque chose de réaliste. Alors peut-être pas l'ensemble des propositions que l'on va faire, mais on est plutôt assez confiant. Et voilà à peu près. Alors, ce rapport sera vraiment sur cette question de l'environnement du stage ou du semestre académique, et donc moins centré sur les aménagements dans le cadre académique. Mais c'est tout aussi important, et c'est surtout ça qui va faire la différence dans le cadre de mobilité, des mobilités internationales. Voilà. Vous devriez le rendre à quel moment, à quelle période? Non, ça sera un rendu pour juin. On va rendre un pré-rapport pour fin mars, mais le rapport final sera en juin, dans le cadre d'une remise de bourse qui est organisée par la Conférence des grandes écoles. Depuis, là, ça va être la deuxième édition de ces bourses d'aide à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, qui sont parrainées là, cette année par l'entreprise Total. Et c'est-à-dire que c'est des bourses qui vont aller en complément justement des situations pour lesquelles il y aura justement des surcoûts financiers ou voilà, des discriminations financières dans le cadre des mobilités. C'est-à-dire qu'on va évaluer tout ce qui est possible, toutes les aides possibles, etc. Et voilà, il va y avoir une prise en charge complémentaire pour ces étudiants. Et c'est en aucun cas, ce sera en fonction des ressources de la famille, quoi que ce soit. C'est vraiment par rapport au projet d'étudiant. Et puis c'est un jury, voilà. Okay. Qui répartit des sommes qui vont, par exemple, en 2019, aller de 500 € à 5 000 € pour un jeune qui avait besoin d'une aide 24 heures sur 24, hein, donc, et qui avait besoin, lui, pour aller 4 mois en Angleterre, qui avait besoin de 95 000 € de subvention. Donc après, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était comment dire, la mission handicap des assurances qui avait parrainé cette bourse, et donc les assurances, plusieurs assurances ont contribué à compléter les 95 000 €. Mais c'est vrai que c'est vraiment un parcours du combattant aussi dans ces moments-là, donc c'est important qu'au lieu de réagir avec ces bourses, on va dire, ne doivent être que temporaires. Il faut qu'on trouve des solutions pérennes. Et j'avais juste un petit exemple aussi d'une action dont je ne suis pas un peu fier. C'est la question. Il y a 2 ans, il y a 1 an, on a dû mettre en place un partenariat entre un hôpital français et un hôpital mexicain pour que le traitement d'une étudiante de notre école, d'une ISL, puisse être fabriqué sur place, parce que c'était un traitement, ce qu'on appelle d'origine autologue, c'est-à-dire fabriqué à la base de son propre sang. Et comme il était autologue, il n'a pas de dénomination internationale, donc il ne passe pas les douanes. Et comme c'était un envoi mensuel, je crois, ou bimestriel, je ne sais plus, il fallait, le traitement, quoi qu'il arrivait, ne pouvait pas passer les douanes. Et pour nous, il était vraiment hors de question que l'étudiante ne puisse pas partir dans le pays de son choix. Et c'est vrai qu'on a réussi en 1 mois à faire en sorte à ce qu'il y ait un partenariat international et un accord entre deux hôpitaux internationaux. Alors, normalement, déjà, les accords en France entre les hôpitaux ne sont pas forcément fréquents, mais en international, c'est vrai qu'en l'espace de quelques semaines, c'était vraiment une prouesse. Mais c'est parce que justement, c'est devenu un sujet politique. Et donc, les hauts fonctionnaires référents handicap des ministères de la Santé, des Affaires étrangères, tout le monde s'y est mis. Et ça a permis vraiment d'accélérer la démarche. Et voilà, on a une réponse positive. Voilà, tout était mis en place 1 semaine avant son départ. Et voilà, donc on était plutôt contents. Alors, je vais juste terminer ma prise de parole par présenter les enquêtes, parce que justement pour ce rapport nous avons créé des enquêtes qui ont été envoyées. Alors, il y a 5 enquêtes différentes, une à destination des étudiants en situation de handicap, une à destination des universités et des grandes écoles, mais c'est toujours des enquêtes internationales, donc on va dire de manière générale des universités, une à destination des entreprises qui peuvent accueillir des stagiaires en situation de handicap internationaux, une à destination des parents d'élèves de lycéens en situation de handicap. Ça pour voir justement, parce que dans les réseaux par exemple des lycées français d'étrangers de la EFE ou de la MLF, il y a sûrement des parents aussi qui ont qui ont rencontré de telles difficultés pour leur enfant en situation de handicap, et donc qui ont des conseils à nous partager. Et puis une à destination des territoires d'outre-mer. Alors là, c'était une demande de la part
justement du ministère. Alors même si on reste en France, on va dire, mais c'est vrai que certains territoires d'outre-mer ne sont pas reliés en vol direct à la métropole. Et ce qui veut dire que lorsqu'ils doivent partir avec les étudiants doivent partir avec des médicaments ou du matériel adapté, etc., ben, il y a cette notion de vol, de trajet international qui rentre en compte et donc des difficultés qui peuvent être associées. Alors aujourd'hui, ces enquêtes font le tour du monde, hein, parce que elles ont été envoyées début janvier et donc elles sont ouvertes jusqu'à la mi-février. Et on a aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a déjà 400 universités à travers le monde qui ont répondu, donc que ce soit d'Europe, d'Asie, Amérique latine, Amérique du Nord, oui, voilà, des universités coréennes, japonaises, etc., qui ont répondu. Donc c'est vraiment, ça montre la volonté, en tout cas, de la part de toutes ces universités, d'augmenter, en tout cas, elles l'écrivent aussi noir sur blanc, d'augmenter l'accueil, de mieux accueillir et d'accueillir davantage d'étudiants en situation de handicap internationaux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que si vous voulez, par le biais de votre structure, relayer cette enquête, c'est vrai qu'il manque juste là, il manque, on a juste par exemple 130 réponses d'étudiants, mais je pense qu'on peut en avoir encore plus. Donc n'hésitez pas à relayer ces enquêtes. Voilà. N'hésitez pas à nous donner le lien pour pouvoir relayer cette enquête et on les enverra. Sans problème. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Ok, merci beaucoup Monsieur Carlin de compléter ces informations. Alors on se rend compte quand même que les choses sont parfois complexes et donc il est important d'avoir un accompagnement, ça me paraît très clair. D'autant plus si on ne veut pas limiter dans le choix des destinations, on veut aussi pouvoir donner à tous les jeunes la possibilité de partir hors Europe parfois. Donc il y a vraiment besoin de soutien, ça je le comprends bien. J'aimerais maintenant passer la parole à deux étudiants qui sont partis, qui ont eu des mobilités autonomes, enfin qui ont décidé de partir en mobilité. Donc je vais peut-être interroger Christopher Geben, si vous voulez bien, si vous êtes disponible. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors dites-moi par quoi je commence, mon parcours en général ou ma mobilité? Expliquez-nous votre mobilité en la situant dans votre parcours général, s'il vous plaît. Je vais commencer par vraiment un rapide topo sur moi. Donc j'ai grandi avec une très forte dyslexie et orthographie, donc qui a été très pénalisant pour moi, je dirais surtout pour les années primaire, collège, lycée. Malgré tout, avec des séances d'orthophonie, j'ai vraiment persisté pour faire un bac général. Donc j'ai obtenu un bac ES en 2013. Et à la suite de ça, donc j'ai décidé de faire des études supérieures, même si c'était pas forcément recommandé. Donc j'avais fait une année d'IUT auquel je me suis mal adapté. J'ai pas pu continuer en deuxième année. Du coup, j'ai rebondi sur un BTS commerce international. Donc faut savoir que moi l'international, ça a toujours été ma priorité depuis que j'étais petit. J'ai grandi dans un contexte international, une maman anglaise, des beaux-pères étrangers, donc ça a beaucoup influencé ma décision. Donc BTS commerce national en alternance dans une société d'import-export avec laquelle j'ai pu faire beaucoup de voyages professionnels. Donc je dirais le plus marquant, ça a été 2 mois et demi au Mali, où j'ai dû lancer une entité que la société avait lancée. Donc j'ai dû gérer des manutentionnaires pendant 2 mois, très très belle expérience, et beaucoup de voyages de prospection et de sourcing à l'étranger, donc qui se sont passés principalement en Europe, là donc en Angleterre, en Finlande, en Allemagne et en Serbie. Donc j'ai fait différentes interventions. À la fin de ce BTS, ça se passait vraiment très bien. Je me suis dit pourquoi pas encore pousser le bouchon un peu plus loin. J'ai fait donc 1 an de licence toujours en alternance dans la même société. Donc c'était une licence aussi qui avait une licence de gestion qui avait la particularité de préparer au concours des grandes écoles, donc de commerce bien sûr. À la fin de cette année, donc j'ai été admissible dans une école à Grenoble qui s'appelle Grenoble École de Management, qui par rapport à mon parcours, j'étais très fier de mon résultat. Donc j'ai décidé à partir de ce moment-là de faire une césure de mon alternance. Donc je suis rentré en deuxième année d'école, j'ai sauté la première année. Et donc là, je me suis pleinement investi dans l'école pendant 1 an à Grenoble. Donc c'est vrai que j'avais hésité à partir au deuxième semestre à l'étranger, mais le problème, c'est que quand on est dyslexique et dysorthographique, les examens qui sont demandés, c'est le l'IELTS, et c'est vraiment un examen qui, si vous voulez, appuie très fortement sur mon handicap, qui est la lecture et l'écriture. Donc si je l'ai en français, je l'ai en anglais.
Donc rapidement, j'ai... Excusez-moi, Christopher. Oui, Vous parlez bien d'un examen, l'IELTS, qui évalue le niveau d'anglais, c'est ça? c'est ça. Alors, il faut savoir que je suis totalement bilingue à l'oral, mais malheureusement, voilà, sur la partie écrite, comme en français, en fait, c'est très compliqué pour moi. Et je crois même que il y avait des gens qui s'étaient renseignés pour. C'était aussi compliqué d'avoir l'aménagement. Donc, même avec l'aménagement, ça aurait été compliqué. Mais là, en plus, c'était un parcours du combattant pour avoir l'aménagement, malgré qu'il y avait le soutien du service handicap de mon école, c'était quelque chose de compliqué. Donc, c'est vrai que j'avais pas poussé le bouchon plus loin. J'avais déjà une expérience étrangère. Mais bon, malgré tout, à la fin de mon M1, c'est là où j'ai commencé ma mobilité internationale plus fortement. Donc, j'ai décidé de faire une année de césure entre mon M1 et mon M2, qui est fortement recommandé en école de commerce, donc 2 stages de 6 mois. Donc, j'avais commencé à partir, donc j'avais trouvé une opportunité pour partir en Australie, pour développer un nouveau pôle dans une société basée à Brisbane. Alors, culturellement, ça a été exceptionnel pour moi. Donc, il faut savoir que c'était des gens très bienveillants que j'ai connus. J'ai été recommandé par mon ancienne société qui avait fait des projets avec eux. Malheureusement, le contexte a fait que l'expérience pro s'est pas passée comme je voulais parce que la société a été rapidement en redressement judiciaire. Donc, mais c'était pas de leur faute, c'était pas de ma faute. Mais voilà, culturellement, j'ai eu ce que je voulais, cette expérience internationale que je recherchais. J'ai beaucoup appris. J'ai réduit mon stage du fait que je m'ennuyais, pour être franc, et j'ai pu voyager, découvrir un autre pays. Et c'est vrai que voilà, dans cette expérience, j'ai été transparent dès le début sur ma dyslexie. Et une fois que j'ai dit que voilà, j'avais besoin d'un ordinateur, que souvent je dictais mes mails à l'oral pour aller plus vite, il y a toujours des gens qui sont un peu réticents, mais voilà, mon manager était bienveillant et en soi, j'ai pas eu de problème avec mon handicap pour ce stage. Ensuite, je suis retourné en France et rapidement, on m'avait conseillé là pour le coup d'avoir une grosse société française, mais j'étais déjà en manque de partir à l'international. Donc j'ai eu une opportunité pour faire du business development dans une petite société à Hong Kong, enfin petite, pas si petite que ça, mais voilà. Donc j'ai vraiment pas hésité, je suis parti. Et là, ça a été une super expérience sur tous les points de vue professionnels, culturels. J'ai découvert l'Asie que je connaissais pas et professionnellement, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de responsabilités. Mes managers qui étaient cantonnés m'ont fait vraiment confiance. Alors, faut savoir qu'ils parlaient pas beaucoup mieux anglais que moi. Voilà, c'était des vrais cantonnés, donc ils pouvaient pas forcément voir où étaient mes problèmes sur l'aspect écrit en anglais. Mais à chaque fois, voilà, j'ai été transparent avec mes managers. Je pense qu'il y a des gens qui ça dérange et j'aurais pas forcé si ça dérange parce qu'il faut être dans un contexte où les gens sont bienveillants. C'est comme ça que j'ai vécu ces 2 expériences avec des managers très bienveillants. J'ai pas eu forcément beaucoup d'aide extérieure de la part de mon école que j'ai pas vraiment sollicité. Donc voilà, et puis après je suis rentré donc pour faire ma dernière année en M2 et toutes ces expériences m'ont vraiment permis de décrocher une super alternance que j'avais fait à la Défense dans une société qui s'appelle IDEMIA sur un poste très international où je devais faire beaucoup de choses. Donc malheureusement, à partir du mois de février, tous les déplacements que ma manageuse m'avait prévus à l'étranger étaient un peu compromis. Mais voilà, malgré tout, ça a été une belle expérience et j'ai pu j'étais totalement dans une équipe internationale avec des gens à Singapour, en Angleterre et au Mexique. C'était juste mon équipe et ça reste une très belle expérience. Oui, alors on sent très fort la motivation qui existait depuis déjà très longtemps. Maintenant, la dyslexie, lorsque vous en aviez parlé, vous m'aviez tout de même bien expliqué que c'était des troubles importants qui vous gênent vraiment beaucoup dans le quotidien. Vous avez une question dans le chat où on vous interroge en vous demandant quels sont vos besoins au niveau des activités professionnelles pour compenser en fait vos difficultés. Alors, moi, dans les faits de tous les jours, c'est l'écriture qui pose problème. Donc, c'est voilà, toujours le stress de pas faire de fautes dans un email. Donc, moi, je sais que j'ai compensé avec. Avant, j'utilisais beaucoup Dragon. C'est vrai que dans les faits, j'utilise maintenant beaucoup plus mon téléphone et Siri. Siri, je dicte mes mails en anglais avec la ponctuation et c'est un vrai soulagement pour moi. Je suis beaucoup moins stressé. Alors, je me relis quand même parce que des fois, la dictée vocale fait des fautes. Mais voilà, c'est surtout l'écrit et voilà, c'est les logiciels de reconnaissance vocale pour moi qui m'ont vraiment sauvé la vie. Je les avais pas au début de ma scolarité, c'est pour ça que ça a été dur. Et ils sont arrivés à la fin, heureusement. Et j'ai pas passé le bac avec, mais ça aurait été un soulagement si j'avais passé le bac avec ça. Et je pense que les prochaines générations ont beaucoup de chance. Je suis déjà chanceux d'être arrivé au début, mais je pense que ça va être encore plus positif pour les générations qui vont arriver. Ouais. Après, vous m'aviez aussi
parler du TOEIC que vous avez passé, parce que moi je cherchais un petit peu, vous avez l'air de faire les choses comme tout le monde. On voit, ça fait partie un peu des handicaps invisibles dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que on aurait les mêmes attentes si on ne connaissait pas vos difficultés. Est-ce que vous dites qu'à chaque fois vous êtes transparent, vous annoncez les difficultés Alors, parce qu'il y a besoin de oui. différence. Alors, c'est pas totalement vrai ce que je vois. Dans les faits, moi, j'aime pas me présenter avec un handicap. Ils veulent m'embaucher, moi, Christopher Geben, pour mes compétences, pour mon énergie, pour ce que je propose. Donc, c'est vrai que dans les processus de recrutement qui se sont passés, je vends d'abord toutes mes compétences, je fais l'oral. Ils voient que c'est vrai, en anglais, pour le coup, j'ai un anglais parfait. Hein. Ils vont pas voir le problème. Et sur la fin, quand je sens qu'il y a un climat de confiance et qu'on est sur le point de rupture un peu, enfin positivement de la signature du stage ou du contrat, c'est vrai que là j'évoque, je suis totalement, et je pense qu'ils apprécient ce geste, c'est-à-dire je me suis présenté positivement, entre guillemets, je pleure pas sur mon handicap. Je pense que c'est pas la bonne, surtout dans le milieu professionnel, c'est pas la bonne attitude à adopter. Il faut d'abord se vendre pour ses compétences. Mais après, c'est sûr que quand je suis arrivé, ils le savaient, ils étaient préparés, et le fait que je l'ai dit, ça m'a enlevé des situations de malaise. Donc, c'est-à-dire pas du tout en parler, je trouve que c'est mauvais, mais commencer par en parler au tout début, je pense que c'est pas le bon moment. Il faut d'abord se vendre, montrer ce qu'on peut proposer et amener le sujet plus tard. Ok. Bon. Je trouve que c'est un bon conseil, c'est assez convaincant. Vous avez une expérience qui est quand même très riche, hein, qui vous colle à la peau. Est-ce qu'elle vous a transformé, sachant que vous vous décrivez comme ayant évolué dans un contexte international? Est-ce que finalement cette expérience internationale vous a transformé, ou finalement c'est juste une suite logique de qui vous étiez? Bah, pour moi, toutes les expériences m'ont transformé, mais si je dois être objectif, là où ça m'a plus transformé, ça a été mes 2 ans, mes 3 ans d'alternance. C'est-à-dire, c'est là où on travaille dans un contexte. Après, bien sûr, ça m'a influencé, mais hiérarchiser. Je pense que pour quelqu'un qui est jamais parti, ça va peut-être avoir un impact plus fort. Moi, j'avais eu la chance de voyager. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment voulu faire mon parcours internationalement. Mais bien sûr, ça évolue. Après, c'est le cycle, enfin, toute la vie, chaque expérience a un impact. C'est sûr que quand on sort de son confort, on voit d'autres choses, et ce qui est positif, c'est ce que je recherchais. Ok. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je vais passer la parole à Maxime Vallée, s'il est disponible. Bonjour Maxime. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc de la même façon, je vous propose de raconter votre parcours d'études et la mobilité, comment vous l'avez vécu, de quelle façon vous l'avez mise en place, vous l'avez même provoqué dans votre parcours d'études. Je vous laisse la parole. Alors bonsoir tout le monde. Alors j'ai pu réussir à travailler, à commencer à faire mes études dès la première année au Royaume-Uni. Donc comment j'ai fait ça? Parce que je me suis inscrit sur UCAS, qui est un peu l'équivalent de APB. Parcoursup, c'est ça, pardon, excuse-moi, c'était en 2013. Donc ce qui s'est passé, c'est que là on a eu en fait et donc ce qui était bien, parce que j'ai pu faire ces études directement au Royaume-Uni, parce que déjà on me demandait à chaque fois quel était notre handicap. Donc déjà ça, c'est une des premières choses à connaître, parce que quand on postule sur UCAS, on nous demande notre handicap, et déjà on sent déjà que le fait que les gens soient au courant, ça rassure un petit peu déjà. Ensuite, donc j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'espagnol. Donc ce que j'ai dit à mes parents, que voilà, si je vais au Royaume-Uni, je veux continuer à apprendre l'espagnol. Donc c'était un cursus de 4 ans, parce qu'il y avait une année d'Erasmus en Espagne. Donc voilà. Alors après la première année, ça s'est plutôt bien passé, parce que j'avais quelqu'un qui était derrière moi 1 heure par semaine dans mes cours. Enfin surtout, on avait beau lire sur beaucoup d'essais, de dissertations, donc ça avait aidé énormément aussi. Donc ça c'était vraiment génial, parce que j'avais vraiment quelqu'un, et on a vraiment pu avancer, et donc sur certaines choses, surtout sur le travail personnel. Ensuite, la deuxième année, je n'ai pas forcément bénéficié de cela, mais parce que donc j'ai eu pas mal de rattrapage à faire, mais ce qui n'a pas du tout empêché après de continuer un peu à travailler. J'ai travaillé un moment en restauration, j'ai travaillé un peu aussi dans la restauration de l'université, j'ai travaillé dans l'événementiel. Voilà, j'ai fait plusieurs expériences de travail là-dedans, comme homme de ménage aussi, quand j'étais en deuxième année, parce que la deuxième année, c'était aussi l'année qui est à ce moment qui est la plus compliquée au Royaume-Uni. Et paradoxalement, c'était l'année où j'avais vraiment envie de commencer un peu à travailler. Donc le fait d'avoir pu travailler, ça m'a aussi permis un peu de penser un peu à autre chose et un peu à réfléchir aussi.
Donc après, je suis parti en troisième année à Grenade, en Espagne, pendant 1 an. Et donc à ce moment-là, j'ai pu et donc alors Loïc, il y a une personne qui était vraiment géniale, qui m'a énormément aidé, comme il y avait aussi des professeurs qui m'avaient aussi beaucoup aidé. Alors cette fois-ci, j'avais décidé de ne pas faire l'histoire de l'art, mais plutôt l'équivalent d'une année de sciences politiques, qui était acceptée d'ailleurs par l'université de Sussex, parce que du moment qu'on arrivait à valider prix matière pour valider son Erasmus. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu des professeurs aussi très bien, qui ont été très aidants. Alors j'ai bien sûr dû faire des rattrapages, mais ça m'a permis au moins de pouvoir valider la troisième année. Et après, et donc vraiment, moi, je suis très reconnaissant envers celle qui était à la faculté de sciences, de politique et sociologie à Grenade, parce qu'on a vraiment pu avancer. Elle m'a vraiment beaucoup guidé dans les matières, comment bien avancer, et c'est comment aider sur les rattrapages, et aussi celle aussi parce qu'il y avait aussi notre professeur d'espagnol de l'université de Sussex qui était venu à Grenade nous voir tous les étudiants Erasmus de l'université de Sussex qui étaient installés à Grenade. Et donc j'ai vraiment pu lui parler à ce moment-là et vraiment pouvoir voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et comment faire en sorte à ce que mon Erasmus réussisse. Et donc en dernière année, bien ce qui s'est passé, j'ai décidé j'appelle ça un peu un ange gardien derrière mon dos. Voilà, que j'ai payé 2 heures par semaine pour pouvoir m'aider dans la dissertation et dans les essais. Donc parce que étant donné que j'étais handicapé, voilà, donc j'ai pu vraiment pu bénéficier de tout cela. Et après, une fois que j'ai réussi une fois que l'année où j'ai obtenu mon diplôme, c'était en 2017. Et donc j'ai pu travailler à Buckingham Palace pendant 3 mois. Donc j'étais assistant de vente. Donc le palais de Buckingham était en fait ouvert pendant 3 mois au public, et j'ai travaillé pendant tous ces 3 mois-là et donc c'était vraiment génial. Donc c'était une très belle expérience là-dessus. Et après ça, je me suis dit je suis rentré en France, et donc à ce moment-là, j'ai pris un peu une année de césure. Donc j'ai continué en fait les activités comme le scoutisme, le judo. J'ai passé aussi mon permis de conduire parce que c'est ce que je voulais passer. Donc voilà. Et après j'ai fait un master qui s'appelait European and International Business Management. Et donc, c'était un master qui s'est déroulé sur 1 an et demi environ, de septembre 2018 à janvier 2020 officiellement. Parce que moi, j'avais des rattrapages à faire, donc j'ai mis un peu plus de temps. Mais en soi, j'avais en fait, tous les 3 mois, on changeait de destination. Donc, en fait, on faisait 3 mois à Nantes, 3 mois à Bilbao et 3 mois à Bradford. Donc il y avait 6 mois de stage. Je n'ai fait que 3 mois parce que je n'avais pas réussi à répondre aux exigences du stage. Et donc ce que j'avais décidé de faire, c'était donc en ce temps j'avais fait les rattrapages. Et après j'étais revenu l'année dernière à Bilbao en accord avec les professeurs. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après je suis rentré en France en avril 2020. Et j'ai continué ma rattrapage pendant ce temps, et j'ai encore continué le rattrapage, et j'ai pas pu réussir à valider le diplôme parce qu'en fait 3 fois j'avais échoué à 2 matières et 3 fois j'avais échoué. Donc c'était impossible. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai plus une certification académique et non pas le master à proprement parler. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc tout ça s'est fini en juillet 2020. Donc voilà. Avez-vous demandé des aménagements particuliers pour vous aider, parce qu'on sent quand même que vous persévérez, on sent que ça vous demande de l'énergie, de la persistance. Vous dites qu'il y a des gens qui vous aident, mais comme vous étiez parti de façon autonome vous inscrire au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous avez pu être aidé financièrement pour les personnes qui vous aidaient. Non, je n'ai pas du tout été aidé financièrement. Moi, en fait, ce que j'ai besoin, c'était plutôt me sentir, en fait, j'ai oublié de le stipuler, mais ça, c'est important. Mais la manière d'apprendre au Royaume-Uni me correspondait beaucoup mieux qu'en France. Donc, en fait, c'est qu'en fait, ça devenait le plus, en fait, plus on montait dans les études, plus ça devenait difficile. Et moi, ça me correspondait plutôt bien, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on avait très peu d'heures de cours, mais on avait en revanche beaucoup d'heures de travail personnel à fournir. Donc ça, c'est ça qui m'aidait beaucoup. Et c'est ça qui permettait aussi en fait, on comprenait pourquoi on faisait cela, en fait. Voilà. Et vous le saviez avant de partir que la pédagogie et l'enseignement, c'est différent? Non, ça, j'étais pas forcément au courant.
Mais le fait qu'il y ait en fait une manière de fonctionner qui était très différente, déjà, ça m'avait déjà un peu aidé en fait. C'était déjà assez qui permettait aux étudiants de se dire, déjà avec mon handicap, le fait qu'on ait très peu d'heures de cours, mais beaucoup d'heures de travail personnel à fournir, déjà, ça permet déjà un peu de se dire, enfin, c'est une manière déjà différente de faire les choses. Et en plus, en même temps, il mettait aussi beaucoup l'accent aussi en quoi l'université peut vous apporter beaucoup de choses. Donc, en fait, il y avait aussi un esprit campus qui était très important au Royaume-Uni et en Irlande. Il faut le dire. Mais aussi parce que donc, on pouvait en faire aussi beaucoup d'activités à côté. Donc, je faisais du rugby, j'ai fait du judo, je faisais du théâtre. Donc, en fait, déjà, ça permettait en fait, de voir un peu autre chose. Et il y avait un peu aussi cette façon le fait que je sois tout seul, bien, un peu de faire les choses par moi-même surtout. Ok. Ok. Il y a une question pour vous dans le chat. C'est finalement, bon, c'est un peu ironique, mais ça semble plus difficile d'étudier en France que dans d'autres pays. Non, en fait, après, moi, j'adorais parler les langues. Donc, j'adorais parler les langues depuis tout petit. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment développé cette appétence là-dessus. Et donc, pour parler anglais et espagnol, c'était vraiment deux langues que j'aimais beaucoup apprendre. Et aussi, ça me donnait aussi envie de continuer à les perfectionner. Donc, mais après, c'est vrai que je pense le fait d'avoir été aussi tout seul, ça m'a un peu permis aussi un peu d'être un peu plus autonome et d'un peu plus me prendre en main en fait. Donc vous pensez que c'est surtout sur ce point-là que l'expérience a pu vous modifier, vous transformer, c'est sur le point de l'autonomie? Totalement, oui. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que le fait maintenant que là j'ai fini mes études, donc là maintenant j'essaie de revenir un peu au fur et à mesure à l'autonomie. Donc maintenant voilà, là je fais des recherches d'emploi. J'ai fait des formations, donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, moi je trouve que c'est très impressionnant de vous entendre. C'est impressionnant. On sent la motivation qu'il faut avoir au départ. On sent également quand même que le contexte est parfois compliqué, mais que quand le contexte s'y prête bien, donc là c'est l'importance, je pense, des établissements d'accueil, des personnes qui accompagnent, qui sont présentes sur place, parce qu'on sent à quel point tout ça peut être bénéfique. Hein, vous parliez tout à l'heure d'ange gardien entre guillemets, mais on sent que parfois il suffit finalement d'assez peu de choses pour que la situation est beaucoup plus simplifiée, plus rassurante peut-être aussi. Donc, on aimerait que ça évolue, que ça bouge. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que tout doucement, on va conclure. Les informations que vous avez transmises tous aujourd'hui, tous et toutes, sont extrêmement complémentaires, très riches, d'un point de vue général sur Madame Toubance a rappelé tout de suite que il n'y avait pas en fait, il n'y avait pas de handicap. Il y a des jeunes qui ont des besoins particuliers en raison de situations de handicap ou de problèmes qu'il faut considérer. Madame Touban a également insisté sur l'anticipation qui était nécessaire et Mesdames Fick et Courdier l'ont rappelé. L'anticipation, c'était très important. La coordination des acteurs aussi. Hein, j'ai pu comprendre qu'à l'Université de Lorraine, le fait d'être en face du bureau qui s'occupe de l'aide aux étudiants en situation de handicap, eh ben, ça paraît pas grand-chose, mais ça a l'air de simplifier quand même beaucoup les relations et peut-être gagner du temps, hein, ce qui est quand même un atout. Et puis, Monsieur Carmin a complété avec une distance un petit peu plus grande, la situation des grandes écoles, parce que dans les chiffres de mobilité, en fait, les personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de santé sont quand même pas très nombreuses à partir. Hein, donc, il faut quand même voir les chiffres. Je vais les retrouver normalement. Alors, en tout cas, c'est de l'ordre de 1,5% des étudiants en situation de handicap et principalement, justement, c'est ça, 1,5%, et notamment par le biais de certaines filières, hein, les grandes écoles, les écoles de commerce en premier, les écoles d'ingénieurs, les universités, notamment en licence, en master un peu moins, mais il y a tout un panel d'établissements qui ont beaucoup plus de difficultés à faire partir les étudiants. Donc il y a une différence en fonction des établissements sur la mobilité des jeunes en situation de handicap également. Il y a aussi des différences en fonction des filières d'études.
Hein, ça, c'est quelque chose qu'on voit également. Il y a des domaines où on part plus facilement que d'autres. Hein, que dire de plus? Que le prochain programme Erasmus+, va être centré sur l'inclusion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il envisage de faire partir non plus 4 millions d'apprenants, mais 12 millions à l'horizon 2027, en mettant l'accent sur la mobilité de la personne et non plus l'employabilité. La mobilité de la personne, c'est-à-dire sur les compétences éducatives, professionnelles, mais aussi sur le plan personnel, donc l'épanouissement personnel de la personne. Et dans cette mobilité inclusive qui devient prioritaire, c'est vraiment le fait de se baser sur les besoins. L'analyse est centrée sur les besoins. C'est une approche individualisée qui permet justement d'essayer de créer des conditions adaptées, non seulement pour apprendre, mais aussi pour travailler, pour faire du volontariat à l'étranger. Et ça, en particulier pour les personnes ayant moins d'opportunités. Donc, quand on parle de mobilité inclusive, on ne vise pas que les étudiants en situation de handicap ou avec des problèmes de santé, mais également tous ceux qui sont éloignés de la mobilité, qui peuvent être aussi, ce qui peut être aussi pour des raisons économiques, sociales, ou bien des jeunes en milieu rural, par exemple, hein, qui partent moins facilement. Voilà, donc l'idée, c'est de créer en fait une situation pour permettre une mobilité à l'étranger sécurisante et enrichissante. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on espère. Je vous remercie tous, toutes et tous, pour votre participation. Les témoins, parce que les témoignages, c'est la parole des pairs et c'est ce qui permet avant tout de donner de l'information à ceux qui sont dans cette situation-là, hein, pour les encourager, les rassurer, montrer que c'est possible. Et puis je remercie également Marie-Pierre Touban, Nathalie Chic, Céline Courdier et Xavier Kernin pour leur complémentarité et leur clarté sur cette visioconférence.